Et on poursuit notre discussion avec Marc Lécuyer de Code 100. On va y aller avec 3 recommandations que vous nous avez préparées. La première étant CarMax, un titre dont on a énormément parlé. Un petit peu de difficulté depuis quelques mois, par exemple. Oui, c'est pour ça qu'on pense que c'est un moment intéressant de l'ajouter à notre portefeuille si on ne l'a pas déjà. CarMax, bon, c'est le plus grand vendeur d'auto usagés aux États-Unis. Il se spécialise vraiment dans les autos usagés. On sait souvent les concessionnaires d'auto neuves vont vendre aussi de l'usagé, mais vraiment, le joueur qui a une plateforme nationale aux États-Unis dans l'usager, c'est CarMax. Et c'est là qu'on ne peut pas négocier, je pense, si je me rappelle bien. Exact, c'est le principe. Tu ne peux pas dire, regarde, si tu fais ça 500 pièces pour un cher, je vais le prendre, c'est non. Non, c'est ça, exact. Tu arrives là, tel prix, c'est le prix. Et les gens aiment ça. Les gens n'aiment pas ça, négocier pour des autos. Ah non? Quand on achète une auto usagée, bien, certains aiment peut-être ça, mais la plupart, en tout cas comme moi, qui ne connaissent pas ça, on aime ça, dire, bon, ça c'est le plus bas prix que je peux avoir, donc je n'ai pas à négocier. Et si on regarde, dans les dernières années, ils ont gagné des parts de marché justement sur les petits joueurs indépendants qui faisaient ça. Plus qu'il y avait peut-être, je ne sais pas, moi, un garage ou 2 ou 3. Bon, ils ont au-dessus de 100 concessionnaires aux États-Unis. Et ce qui est intéressant de CarMax, c'est qu'il y a vraiment une croissance. On ouvre à peu près l'équivalent, on augmente le nombre de concessionnaires d'environ 10 à chaque année. Dans un secteur qui est quand même assez mature, on s'entend, c'est pas... les ventes d'auto usagés, c'est pas en forte croissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils gagnent des parts de marché sur les petits joueurs indépendants. Et ils jouent sur les 2 fronts également. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai un véhicule en excellent état et que je veux m'en débarrasser, je peux aller chez CarMax et eux vont m'offrir aussi peut-être le meilleur prix qu'on pourrait obtenir sur le marché. Alors, donc, ils fonctionnent sur 2 fronts, là. Oui. Puis ce qui est intéressant dans le moment, bien, le gros de leur flotte, ça vient surtout des locations qui viennent à terme. On a encore des autos qui font seulement 3 ans, donc encore de très bonne qualité, qui ont encore une durée de vie potentielle assez élevée. Et c'est ça, on va offrir les autos. Oui, les risques. Les risques, bien, il y en a. Compétition. La compétition, mais si forte que ça, il me semble qu'ils sont forts. Pas encore. Oui, c'est ça. Ils sont encore dominants, mais en tant que tel, ça n'empêche personne de faire la même chose, de dire, bon, on a un modèle d'affaires où on ne négocie pas, on a des gros concessionnaires. Dans le moment, il n'y a pas encore de joueurs vraiment qui se sont installés, là, mais ça pourrait venir avec le temps. Bon, puis la division financière elle-même, là, parce qu'ils financent aussi, il y a une dans division le cas de CarMax, c'est ça. Souvent, ils sont pas... Quand on achète une auto de CarMax, si on veut la financer, on va peut-être faire affaire directement avec CarMax, mais on peut faire aussi affaire avec d'autres sociétés. Oui, parce que les taux d'intérêt, je regardais ça sur le site Internet, c'est quand même assez élevé. Là. Oui. On peut négocier très facilement à la banque pour moins cher. Oui, peut-être, effectivement, mais il y a quand même des gens qui prennent des prêts de CarMax. Et on l'a vu dans la crise, en 2008-2009, le titre avait baissé beaucoup à cause de cette division-là. Donc, c'est peut-être un facteur de risque, là, mais à notre avis, c'est pas si important que ça. La société est en très bonne santé financière. Si on oublie la dette liée à la division financière, la société n'a pas de dette. Là. OK. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup de défauts de paiement, là, malgré tout. Là. Non, parce que l'économie est bonne. Ça peut changer, c'est ça. Parce que c'est de moins de 1%, moins de 1,5%, c'est pas beaucoup. Là. Non, c'est pas énorme. beaucoup. J'ai vu des choses où c'était pire que ça. Oui, tout à fait. Et ça explique que cette dégringolade encore avec la hausse possible de taux d'intérêt. La dégringolade récente vient peut-être du fait que dans le moment, on a un parc automobile d'auto-usagers qui est un petit peu plus élevé que ce qu'ils avaient il y a quelques années. Plus d'inventaire. Exact. Donc, il y a un petit peu de pression sur les prix. Donc, ils vendent beaucoup d'autos, la croissance est là, mais le prix par véhicule vendu est peut-être un petit peu à la baisse. Si on se rappelle, les autos qui ont été... En 2009, durant la crise financière, c'est pas vendu beaucoup d'autos. Donc, 3-4 ans plus tard, il n'y avait pas beaucoup d'autos usagés. Ça, c'est il y a quelques années. Donc, on voit que le parc d'auto usagés commence à augmenter un peu. Donc, à cause des ventes de véhicules neufs, on frôle les records encore. Autour de 17 millions quand même aux États-Unis. Oui, c'est ça. On est revenu depuis quelques années là, au niveau... d'avant-crise. Exact, c'est ça. Donc, il faut s'attendre qu'au cours des prochaines années, on est... Quand on brise notre automobile, ça prend des pièces d'auto. Copart. Oui, Copart, ça, c'est on reste dans l'automobile. C'est un encanteur de voitures endommagées. Oui. Donc, ce qu'ils font, souvent, ils vont acheter des autos, beaucoup des compagnies d'assurance, puis après ça, on va les revendre à des débosseleurs ou des gens qui vont se charger de réparer l'auto. Ce qui est intéressant de CarMax, c'est qu'ils ont une plateforme nationale. C'est beau de dire on va faire ça, mais où on entrepose les autos? Il faut un endroit pour entreposer les autos. Eux, ils ont des endroits partout aux États-Unis. Il y a seulement 2 joueurs aux États-Unis qui ont des plateformes nationales. L'autre, c'est Car Auction. Ah, OK, oui. Donc, les deux ensemble détiennent au-dessus de 80 du marché américain.
Donc, à notre avis, ça limite un peu l'entrée d'un nouveau joueur. Bon. Il n'y a pas grand monde qui va investir dans une plateforme nationale. Oui, effectivement, parce que c'est un jeu dangereux, là, parce que ça fait partie d'ailleurs de vos facteurs de risque. La baisse des prix, pourquoi? Parce qu'il y a CarMax, entre autres, là, qui est là, qui, lui, ne prend pas de véhicules usagés accidentés. Ça prend des véhicules qui sont quand même récentes et de bonne nature. Vous avez l'augmentation des ventes de véhicules neufs qui y est pour quelque chose. Alors, même si on peut avoir un prix moindre pour un véhicule qui a déjà été accidenté et réparé, il n'y en aura pas moins qu'il y a de la pression sur les prix. Et ça risque peut-être d'affecter le bilan, ça. Oui, peut-être pas d'affecter le bilan, mais plus la rentabilité. Okay. Hein? On pourrait voir la rentabilité diminuer un petit peu. Puis c'est un peu pour ça que le titre a faibli, d'ailleurs. Les derniers résultats étaient peut-être un petit peu plus faibles que prévu parce que, justement, le prix qu'on a obtenu pour nos autos est un petit peu plus faible. L'autre point, c'est que des fois, le prix de l'acier est à la baisse. Hein. Des fois, la seule chose qu'il reste à faire, c'est de récupérer l'acier. Ah ben oui, c'est ça, exactement. Donc ça, et on vend beaucoup à l'international. Il y a beaucoup d'autos, des fois endommagées, qui vont se retrouver sur les marchés internationaux. Avec la force du dollar américain, ça devient un petit peu moins intéressant pour les étrangers d'acheter des autos endommagées américaines. Par contre, à notre avis, dans ce qui est intéressant de Copart, c'est qu'ils investissent beaucoup à l'international. Donc, ça fait la plateforme nationale qu'ils ont aux États-Unis, bon, est mature. Est exportable. Mais exactement, on essaie de répliquer. Ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Europe, au Canada. Et quand on investit dans un nouveau réseau comme ça, bien, ça prend un certain temps avant d'atteindre une rentabilité assez élevée. Bon, on voit que 2010, après la crise, c'est un titre qui a fortement grimpé, mais là, se tient à des niveaux entre 33, 35, 38, là, au sommet qu'on avait atteint au cours de cette année, au mois de février. Donc, il n'y a pas beaucoup de croissance. Il n'y a rien fait depuis 2 ans. Ils ont fait des acquisitions. À court terme, ça a affecté la rentabilité. Par contre, au cours des prochaines années, on pense que la rentabilité de la société va augmenter. La croissance doit venir à partir de là et des marchés internationaux. La croissance dans les réseaux internationaux qui sont en train de bâtir. Une marque maintenant qui a une réputation quasi indéfectible, Harley-Davidson, H-O-G, pour facile à retenir. C'est une marque de commerce mythique quand même. Là. Quand on parle de ce genre de véhicule-là, c'est Harley d'abord et avant tout. As-tu une Harley? Oui, exact. Non, les autos, là, on va dans les motos. Là, dit, je veux une Harley. Oui, exact. Qu'est-ce que ça amène, ça? Le fait qu'ils ont réussi à maintenir là, la marque de commerce au travers des années, ça fait qu'on est capable de charger à peu près ce qu'on veut parce que les gens, justement, veulent une Harley. Donc ça vaut cher. Oui. Et dans le moment, le titre a faibli un petit peu parce que la société est en compétition quand même avec peut-être des fabricants japonais. Et là, la force du dollar rend les motocyclettes de Harley-Davidson un peu moins compétitives, surtout à l'international. On l'a vu, entre autres, ils faisaient la référence au Canada, puis ils ne sont pas prêts à baisser leur prix. Donc, ça affecte un petit peu les volumes à court terme. Parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde qui est capable non plus de se payer une Harley. C'est assez dispendieux. Assez dispendieux. Et avec la baisse de la devise canadienne, plus de 20 au cours de la dernière année, ça vient augmenter de presque autant le prix de cette motocyclette-là. Exact. Tout à fait. Donc, c'est ça qui a affecté un petit peu les profits pour l'année 2015. Les profits ont été revus un peu à la baisse. Par contre, à long terme, on pense que les opportunités sont intéressantes. Entre autres, à l'international, la société génère déjà 35 de ses revenus à l'international. Il y a la possibilité d'augmenter ça. L'autre point, c'est qu'ils ont aussi lancé la Street. Qui est une moto peut-être plus au niveau milieu de gamme. C'est moins cher que parce qu'ils veulent élargir le public, là, un peu. Exact. Pour aller chercher une nouvelle clientèle. On veut augmenter, c'est ça, la clientèle potentielle. C'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'on ne veut pas non plus baisser la valeur de la marque. Parce que si on se met à vendre des motos dans le bas de gamme, ben là, dans le haut de gamme, est-ce que les gens vont toujours vouloir payer le gros prix pour les Harley? Fait qu'ils le font tranquillement, surtout à l'international. Mais c'est une opportunité de croissance là, pour les prochaines années. Bien, ça serait intéressant. On va regarder le titre tout de suite, parce que le titre a quand même été magané, on peut le dire comme ça, là, depuis un bon moment. Il a perdu quand même 22 de sa valeur. Là. Oui. On est en bas de 53 $. Ben, merci beaucoup. On retrouve Poudlard pour les questions. Oui. On fait une pause. On parle fiscalité dans un instant tout de suite.
C'est le temps des questions. Patrick Saint-Onge est resté avec nous parce que vous aviez des questions sur la fiscalité. Également, notre ami Marc Lécuyer, qui est avec nous également, qui va regarder aussi les titres. Première, ça se pose en deux questions, Patrick et Marc. J'ai acheté en juin 2014, donc dans ma petite compagnie de gestion des actions de UVA, c'est Universal Insurance Company, sur le marché américain. Et je me pose la question à savoir s'il y aura un impact fiscal à la fin de l'année, gain sur devise, sachant que je possède toujours ces actions, ou bien si lors de la vente du gain de l'action et le taux de change seront considérés comme un gain de capital. Tiens, on va regarder ça. S'il n'y a pas de transaction, on ne vient pas considérer la variation de taux de change. Donc, c'est vraiment seulement la transaction que les deux, le gain sur la titre et le gain sur le taux de change vont être constatés. Bon, et si jamais on a plus que 100 000 et que ça fait partie du fameux 100 000, il y a un petit formulaire à faire à la fin de l'année. Est-ce qu'il faut en tenir compte à ce moment-là? Du taux de change, non, c'est toujours le coût. C'est le coût. C'est le coût historique qui est considéré là, sur le T1135. Parce qu'il y a toujours la variation qu'on demande maintenant aussi. Oui, il y a toutes les informations là, supplémentaires qui sont demandées, mais comme tel, quelqu'un qui fait le test, s'il doit produire, c'est sur 100 000. Mais dans le dernier budget, ils sont venus augmenter ça à 200 000. Donc, il faut faire attention. Là. Ils sont venus donner un allègement. C'est un gros allègement. Puis ils ont promis aussi d'alléger aussi le formulaire. Ça n'a plus de bon sens. Là. On verra pour ça. On verra, oui, mais ça prend toujours du temps. Entre une promesse, entre une parole et d'autres choses. On le voit dans les campagnes électorales. UVA, Universal Insurance, on voit que le titre a quand même fortement grimpé. Les revenus n'ont pas doublé, mais presque pour, en tout cas, ce qui est prévu. On passe de 1,38 à 2,56 de bénéfices par action. Pour une petite compagnie d'assurance, c'est quand même pas mal. Là. Oui, c'est pas mauvais. Par contre, au niveau de la rentabilité, je veux dire, sur les actifs, c'est pas une société qui a une performance très élevée. Donc, le titre, par rapport à sa valeur comptable, ça ne transige pas un multiple très élevé. Dans l'assurance, souvent, quand on va regarder l'évaluation en fonction de la valeur comptable. Donc, bon, la dame, je crois, vient d'acheter le titre. Oui. Je le conserverai. Le titre n'est pas très cher. J'ai environ 11 fois les profits. Oui, à peu près. Habituellement, là, on le calcule sur quoi? Sur les flux de trésorerie ou si on le regarde sur la valeur comptable? Sur la valeur comptable, parce que souvent, dans l'assurance, on a des gros portefeuilles d'investissement. C'est le moment où on reçoit les primes, puis on paye les réclamations, donc on va investir cet argent-là. Il est 4 fois la valeur comptable. À l'heure actuelle, il est à 7,15. Si je me fie aux données de Bloomberg, il est autour de 28, donc il est à 4 fois. Oui. Est-ce que c'est raisonnable ou c'est cher un peu? Là? Bien, c'est cher. Est-ce que c'est vraiment 4 fois la valeur comptable? Je ne suis pas certain, par contre, de la donnée, parce qu'ils ont réalisé des acquisitions. Je ne me fierai pas sur 4 fois la valeur comptable. OK, parfait. Excellent. Alors, prochaine question. Encore une fois, ça va être à double flux, là, si vous me permettez l'expression. Il y a un côté fiscal, puis il y a un côté aussi à savoir quoi faire avec. Voyant que la bourse semble perdre des plumes pour un certain temps, il me semble que ce serait ce serait un bon temps pour investir quelque peu dans VIXC. En fait, le VIX du S&P TSX 60, mais est-ce qu'on peut prendre ce VIX dans notre REER? C'est un titre, ça, qui est négocié en bourse. Moi, j'aurais dit oui. La réponse, c'est oui si c'est un fonds mutuel là, enregistré. Là. Donc, il faut regarder la forme juridique. J'ai cherché tantôt là, rapidement sur Internet, puis je n'ai pas trouvé. Là. Mais ça doit être une fiducie de fonds commun. Là. Donc, si c'est le cas... C'est un index. OK, c'est un indice. C'est simplement un calcul de volatilité, comme le VIX aux États-Unis, qui est la volatilité calculée sur le S&P 500. On calcule cet indice-là en regardant les options. En regardant la valeur des options d'achat et des options de vente, on fait un calcul de volatilité. Mais on ne peut pas investir directement dans le VIX. Aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu plus facile. Il y a des produits qui permettent d'investir... Qui répliquent ça, là? Qui réplique, oui, c'est ça, un contrat à terme. Puis on peut aussi jouer avec les options, mais d'investir, dans le cas présent, le VIXC, c'est un index. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Donc, on ne peut pas mettre ça dans un REER parce que ce n'est pas une action en tant que telle. Si on achète l'action qui représente le VIXC, là, ça devient une action. Ça fonctionnerait, mais pas, comme on ne peut pas acheter l'indice tel quel, là, parce que c'est un indice, donc ça serait... on ne peut pas le mettre dedans, on ne peut pas l'acheter de toute façon. Ça vient régler le problème. Prochaine question. J'aimerais avoir votre opinion technique fondamentale sur le titre de Jean Coutu. Je recherche un nouveau titre de qualité défensif pour le long terme. Alors, PJC.A ou
Alors, PJC.A, il y a de la misère depuis quelques mois. Les résultats ne sont pas tout à fait là non plus, hein, je pense. Oui, bien, la croissance de la rentabilité dans les dernières années avait été beaucoup attribuable à la division Prodoc, hein, qui faisait des médicaments génériques. Là, on voit que le gouvernement veut resserrer un petit peu les règles au niveau de la capacité, dans le fond, des pharmaciens de vendre leurs propres médicaments génériques, à quel prix, etc. Donc, ça a amené de l'incertitude. Par contre, à long terme, si on recherche un titre défensif, je pense que c'est un bon candidat. Au cours actuel, là, autour de 20 $, on paye une évaluation qui est quand même raisonnable. Jean Coutu, c'est le leader au Québec. On le sait, avec les tendances démographiques, il va continuer d'avoir une croissance dans la consommation de médicaments. Donc, il ne faut pas regarder peut-être ce qui s'est passé. La société est en très bonne santé financière, ça va bien. J'aurais tendance à penser que c'est un bon moment pour acheter Jean Coutu. Bon, parce qu'il n'est peut-être pas au sommet, mais il est quand même dans sa moyenne, là, à 19,84 aujourd'hui, par SSN, c'est le mouvement de marché, là, plus que d'autres choses, parce qu'il n'y a pas véritablement de nouvelles pour une baisse, pour expliquer la baisse d'aujourd'hui. Mais c'est quand même une tendance de fond là, il est encore fondamentalement sur une plateforme haussière, là, malgré tout. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs encore. Puis à chaque année, cette rumeur-là revient d'année en année, qu'il y aurait possibilité qu'une entreprise pourrait s'intéresser à mettre la main sur Jean Coutu. François Jean Coutu vient dans tous ses états, peut-être avec raison également, de se faire dire ça. La famille a le contrôle de la société, hein, donc je ne vois pas pourquoi il serait vendeur en ce moment. Oui, il peut y avoir des rumeurs, il y a peut-être des gens qui sont intéressés, mais je pense pas qu'on va. Ça serait difficile de faire même une offre hostile, ce serait extrêmement difficile. Ils ont le contrôle. S'ils décident, eux, de ne pas déposer leurs actions, les actionnaires ne peuvent rien faire. Ça règle le problème de ce côté-là. J'aimerais avoir l'opinion sur les titres américains suivants. C'est notre ami Marcel de Longueuil qui nous écrit. On va y aller avec AME, Amtech, une entreprise que je ne connaissais pas. Qui est dans le secteur industriel. On a parlé tantôt du secteur industriel. C'est une entreprise américaine multinationale qui est dans le secteur industriel, qui vend surtout des sensors dans plusieurs secteurs. Et le titre a quand même pas faibli de façon importante, entre autres parce que il ne devrait pas être trop affecté par la baisse là, au niveau de la demande, que ce soit du côté énergétique ou des matières premières. C'est une société qui est quand même en bonne santé financière, qui a quand même un bon historique aussi. On crée beaucoup de richesses pour les actionnaires. Je pense que c'est un bon candidat pour ajouter un portefeuille. Comme bien des titres dans le secteur industriel, Marc, il a fait du surplace un peu là, depuis 2 ans. Bien, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau de la production industrielle. Je veux dire, on le voit, c'est en baisse aux États-Unis. Bon, beaucoup lié au pétrole, mais ça demeure quand même difficile. Par contre, à long terme, c'est un titre qui devrait bien faire. Puis ce qui est inquiétant également pour certains analystes, en tout cas, c'est le montant d'investissement qui est pas nécessairement récurrent d'année en année. Là. Il y en a plusieurs qui sont inquiétés de ça, de ne pas voir d'investissement supplémentaire, en tout cas, dans le secteur industriel. Oui, mais ça date pas d'il y a 1 an ou 2. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on dit que les entreprises n'investissent pas. C'est pas une dynamique qui est nouvelle. Là. Au contraire, peut-être qu'à un moment donné, les entreprises se devront de réinvestir un peu plus. Là. Bon, le prochain, c'est Knight Transportation. Est-ce qu'on pourrait, si on voulait mieux connaître cette entreprise-là, comparer ça à Transforce? Non? Oui, un petit peu, mais c'est plus petit un peu. Mais il y a une dynamique au niveau du transport. Tant au Canada qu'aux États-Unis, qui est favorable à Knight, c'est que les petits joueurs indépendants, les gens qui ont 100 camions, sont plus capables d'arriver. Avec la hausse de la réglementation, c'est excessivement difficile pour eux d'être rentables. Donc, on voit ces sociétés-là vendre à des plus gros joueurs. Donc, il y a une consolidation dans le marché. Knight est quand même une taille quand même assez importante. Eux autres peuvent participer à la consolidation et gagner des parts de marché aussi sur les plus petits joueurs. Parce que malgré la baisse dans le secteur énergétique, ça n'a pas aidé ces petits transporteurs-là. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Hein? Ça l'aide les petits, mais ça l'aide aussi les gros. Tout le monde bénéficie de la baisse du prix du pétrole. Donc, ça peut peut-être donner un répit à court terme, mais la tendance est là. On va avoir beaucoup moins de petits joueurs dans le marché. Là. OK. Prochain titre, c'est iShare Nasdaq Biotech, le fonds négocié en bourse. J'ai pris celui d'iShare, IBB. Les biotech, au cours de l'année 2014, avaient connu une envolée chez nos voisins américains. Ici, c'était tout le contraire. Là, ça baisse à vue d'œil. Parce qu'ici, il y a peut-être des titres qui sont trop en start-up, si vous me permettez l'expression. Oui, à part Valiant au Canada, là, c'est un grand succès, mais je pense que la semaine dernière, c'était la pire semaine depuis la crise pour les biotech. Hein. On a perdu 13 l'indice, IBB.
Par contre, ça demeure des titres qui sont dispendieux. Je pense que la baisse peut continuer encore longtemps avant qu'on ait vraiment une situation là, de valeur. Ouais, mais donc, là, moi, je ne toucherais pas à ça, le IBB. Quand tu passes de 90 ou 85, tu es rendu... ça a quasiment grimpé à la hauteur d'Apple, là, presque en même temps. Il y a peut-être quelque chose à faire réfléchir. Là, il était peut-être trop tard, en haut de 250, pour commencer à investir là-dedans. Oui, puis j'attendrai encore. Je n'investirai pas dans le secteur. Il faudrait attendre jusqu'où exactement? Qu'il y ait un recul, quoi, autour de 150? C'est difficile à dire. Là, on aime mieux regarder peut-être sur des titres plus spécifiques, mais là, les évaluations, c'est encore beaucoup trop dispendieux pour nous. Bon, notre ami Sébastien Malo qui nous a écrit « Bonjour, j'aimerais avoir l'avis sur les titres suivants. » C'est un titre dont on a parlé quand même régulièrement. C'est Home Capital Group. On en a parlé régulièrement avec Carl Simard, entre autres. Marc, tu nous l'avais présenté une couple de fois également. Oui, c'est un titre qu'on détient en portefeuille. À vrai dire, on détient ce titre-là depuis 2000. Okay. Ça fait 15 ans qu'on a le titre en portefeuille. C'est une société qui a très bien fait à long terme, par contre, qui là, connaît une période un petit peu plus difficile. À cause de l'Ouest? Non, pas à cause de l'Ouest, à cause de ce qui se passe en Ontario. Okay. Ils ont suspendu des courtiers. Ah, ben oui, absolument, qui ont un petit peu gonflé les revenus des candidats pour des hypothèques. Donc, à court terme, ça affecte la rentabilité. La croissance n'est pas là. Par contre, on pense que c'est une décision qui était la bonne décision à prendre si on est à long terme. Je pense qu'on va revoir la croissance revenir dès le prochain trimestre. Et on n'achète pas le parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a beaucoup de vendeurs à découvert sur le titre qui disent qu'on s'en va vers une crise comme ce qu'on a connu aux États-Unis. Il amplifie pas trop, un peu, là. Nous, on pense que la dynamique est différente. Est-ce que le marché est cher? Oui. Est-ce que c'est surévalué? Peut-être un peu, tout à fait. C'est fort possible. Mais est-ce que ça veut dire qu'un Home Capital vaut 32 aujourd'hui? Parce en santé. Parce qu'à un moment donné, là, quand ça s'est mis à baisser énormément, à partir du troisième trimestre de 2014, on peut le voir, là, ici, c'est peut-être plus... C'est arrivé au mois de mars, avril, je pense, c'est l'histoire des courtiers hypothécaires au mois de mai. Et à partir de ce moment-là, ben là, le titre s'est mis à dégringoler. Oui. Mais déjà, il y avait la pression de l'Ouest canadien. On disait mais écoute, c'est quoi? C'est même pas 10 du portefeuille. Non, l'Alberta, c'est 4 des frais de Home Capital. Non, ils ne sont pas exposés. Mais le marché, en Ontario aussi, commence à être cher. Je veux dire, donc... Mais l'entreprise est en bonne santé financière. Ils sont prudents. Ils ont toujours géré la business pour le long terme. Donc, nous, on pense que la décision qu'ils ont prise au mois de mai, c'était une bonne décision. Et on va le voir au cours des prochaines années. L'évaluation devrait remonter sur le titre. Il reste une minute pour parler du groupe CGI. C'est une autre valeur sûre, ça. Oui, malgré la dégringolade depuis avril. Là. Oui, peut-être que les gens s'attendaient à une acquisition. Il n'y a pas eu d'acquisition récemment. Bon. Faut digérer tous les autres. Oui, je veux dire, Logica commence à être intégré. C'était gros, Logica. Mais là, Logica commence à être intégré. La société met beaucoup l'accent sur la rentabilité. Hein? Donc, ça ne leur dérange pas de laisser aller des contrats qui ne sont pas rentables, même si ça affecte les revenus à court terme. Donc, on voit, les revenus sont en baisse, mais la rentabilité est en hausse. Focus. Exact. Par contre, c'est un secteur qui est mature. D'où va venir la croissance, c'est des acquisitions. Par contre, je pense qu'il faut être patient. Il va en avoir des acquisitions. Ouais, on a dit beaucoup de mal de CGI concernant le contrat de la santé, entre autres le Medicare. Ça n'a pas empêché d'obtenir d'autres contrats. Ils en ont signé d'ailleurs récemment avec les militaires, puis ça va extrêmement bien. Hey, messieurs, merci beaucoup pour cette première. Merci, Marc, Patrick. On se retrouve demain avec les Drivers, entre autres.